ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent des gouvernements qui sont sur la table pour réhabiliter les terrains contaminés parce qu'on n'a pas le choix. Fait que d'acheter des terrains contaminés, de faire la structure, la logistique, d'aller chercher les subventions, ben là, tu sais, je veux dire, ta contamination, à certains points, est payée, là. Bonjour à tous, ici Sophia Miliani, courtier immobilier chez PMML. Aujourd'hui, pour notre prochain épisode Tout terrain, on reçoit Maxime Drolet, technicien en environnement, avec un très gros bagage de plus de 14 années dans le milieu immobilier et environnemental, comme invité d'aujourd'hui. Bonjour Maxime, bonjour, bienvenue d'être avec nous aujourd'hui. Merci, enchanté. C'est un plaisir. C'est un plaisir. On va discuter de plein de belles choses aujourd'hui. Exactement. On va pouvoir parler de plusieurs choses aujourd'hui, Maxime, justement. Ton bagage, ton expérience dans le domaine environnemental vient justement apporter beaucoup de choses qu'on va pouvoir discuter pour attrayer un petit peu qu'est-ce qu'on a besoin de connaître encore plus dans le marché du terrain. Comme tu sais, le podcast d'aujourd'hui, c'est un podcast qu'on parle de tout ce qui est terrain. Mais le terrain, c'est un monde... C'est un monde très, très diversifié. C'est pas juste un morceau de terrain et puis c'est fini de même. C'est carré, comme on dit. Il y a tellement de choses à parler sur le terrain, d'apprendre aussi puis à connaître. Puis toi, Maxime, je pense que tu viens aujourd'hui comme invité donner une nouvelle facette du marché du terrain avec ton expérience puis avec les choses sur lesquelles tu travailles. Donc, je sais, Maxime, que tu es technicien en environnement, que ça fait plus de 14 ans que tu travailles dans le domaine, mais je pense que tu portes aussi d'autres chapeaux. Peux-tu nous parler un petit peu, Maxime, de c'est quoi tes autres rôles dans ta vie de tous les jours? J'ai 2 filles pour commencer. Oh, wow, OK. Non, mais dans le fond, moi, je suis technicien en environnement. Donc, ça, c'est tout ce qui est les terrains contaminés, toutes les problématiques, les logistiques. Okay? Oui. Mais aussi, à la base, j'ai aussi été en mesure de me former en hydrologie, géologie, c'est-à-dire tout ce qui est comportement des eaux souterraines, les puits d'eau potable. On s'entend que l'environnement puis l'eau, ça c'est géré ensemble. Puis aussi la géologie, donc tout ce qui est formation géologique, les sols, la conception des roches, toutes ces choses-là. Bref, les types de formations géologiques qu'on a ici au Québec, un peu la chimie à l'intérieur de ça. Puis, une autre chose aussi, ça fait 14 ans que je travaille dans le domaine du génie civil. Donc, ça vient compléter parce que, tu sais, on fait des bâtiments, on fait des routes, on fait des viaducs, on refait des villes, on refait des quartiers au complet, on refait des rues. Mais tu sais, c'est des projets de dizaines, quinzaines de millions. Le lac mégantic, c'était 400 millions. Tu sais, c'est tout à coup de millions. Là, je t'en ai quelques fois sur le projet des immeubles Trudel à Québec, là. Mm-hmm. Ça, là, ils sont en train de faire 15... Ils ont 15 étages de fait. Ils refont un autre 15 étages avec du commercial ou... Place Fleur-de-Lys à Québec, ils vont faire 32. Mais ça, c'est un projet de milliards, là. Mais c'est sûr et certain. Ça, je suis payé pour aller visiter des projets tous les jours, regarder des projets couler des centaines de mètres, puis voir comment ça se creuser les trous. Puis, tu sais, avec les années, Lévis, je ne sais pas si vous le savez, mais Lévis, ça a explosé. Définitivement. Le marché de Québec a explosé au complet. On est en train de voir le marché de Québec quasiment venir à côté du marché montréalais dans les dernières années. Fait que c'est sûr que Québec, ça devient une place où est-ce qu'on voit même beaucoup d'investisseurs de l'extérieur commencer à investir à Québec depuis quelques années. C'est un marché qui est vraiment mouvementé en ce moment. Mais dans ton expérience, Maxime, donc tu m'as parlé un petit peu du fait que tu as fait de la géologie, tu as travaillé dans l'environnement, tu fais aussi de la construction. Je pense aussi que tu enseignes dans la construction aussi. Oui, bien ça fait 8 ans que je donne des cours RBQ à l'école GST. Ouais. Puis moi, il y a 8 ans, j'avais passé mes examens RBQ. Ouais. Puis là, à l'époque, il n'y avait aucune formation qui se donnait dans les puits artésiens. Dans les puits de surface. Donc, quand on fait un développement de terrain et qu'on n'a pas de service, ça prend quoi? Ça prend des puits collecteurs, ça prend toute l'infrastructure de l'eau. Ensuite, il faut mettre la pompe. Fait que je donne le cours de pompe qu'on met dans le puits. Très bien. Puis aussi, j'ai monté le cours installation septique, c'est-à-dire pour les faux septiques. Fait qu'il y a beaucoup de résidences isolées, les chalets, les ci, les ça, qui ont besoin d'installation septique. Mais avant, il y avait une passe droit. Le monde pouvait installer des faux septiques sans avoir la 2.4. Mais c'est quoi la 2.4? C'est la
formation, dans le fond, c'est la licence spécialisée au niveau de l'RBQ, c'est le numéro qu'elle porte. OK, je comprends. Fait que dans le fond, il y a quelques années, on pouvait installer des fosses septiques sans avoir cette licence spécifique? Bien, il y en a qui avaient des passe-droits qui se faisaient. Mais là, maintenant, c'est obligatoire. Oui, exact. Fait que là, dans le fond, toi, tu arrives chez le fournisseur, il faut que tu lui présentes ta 2.4. Ensuite de ça, il va te faire ta formation d'installateur certifié pour le produit X. OK? Oui. Donc, les normes ont beaucoup resserré, puis les règlements ont beaucoup resserré, ce qui fait en sorte que notre qualité d'eau va beaucoup s'améliorer dans le temps. Puis là, présentement, à Québec, le lac Saint-Charles, ils veulent protéger tout le lac Saint-Charles. Puis là, tout ce qui est en amont, fait que là, il va y avoir beaucoup d'installations septiques à faire. Mais tu sais, ça passe par une bonne formation des entrepreneurs. Donc, la formation que je donne, c'est pas juste des formations RBQ pour aller passer, là. Je leur explique comment les installer, comment bien monter ça, comment faire bien les assises, les enrobages. Ensuite, je leur montre quelques documents, quelques datas comme le SIH ou le répertoire des puits artésiens. C'est-à-dire que tous les puits artésiens du Québec sont répertoriés dans une base de données. Donc, on se dit un puits artésien, une fosse septique. Puis là-dessus, tu es capable d'avoir les coupes stratigraphiques, de voir un peu dans quel sol tu vas travailler. Fait que là, je leur prépare une logistique pour qu'avant qu'ils aillent sur le terrain, ils sont capables de voir un peu dans quoi. Ils vont travailler dans le rock, tu sais, je veux dire, ils sont comme psychologiquement préparés à... Fait que c'est comme si tu les prends et que tu les fais vivre un petit peu l'installation avant en 3D à cause de la formation maintenant. Exact. Fait qu'il y a moins de surprises, si je comprends bien, sur le terrain à cause d'une formation comme ça. Il y a moins de surprises. Puis les installateurs aussi ils démontrent à la RBQ qu'ils sont qualifiés pour aller l'installer. OK? Ils démontrent qu'ils ont les connaissances. Ouais. Donc, le gars, il est formé, il est bien éduqué, puis après ça, il arrive, bien, il comprend ses règlements, il comprend sa linguistique, il comprend ses termes, il comprend le langage technique derrière tout ça, que quand ça arrive chez le client, bien, la job est mieux faite, puis il est consenti. Je dis, regarde, tu sais, je veux dire, si tu fais ton travail mal, mettons, tu fais un fond, coup-ci, coup-ça, tu installes ça, ta fosse, elle bouge. Bref, là, ton tuyau, que l'eau usée s'en va dans la fosse, casse, peu importe. Mais c'est pas le produit qui est mauvais. C'est l'installateur qui le fait, qui n'avait pas les qualifications, puis les connaissances, puis les concepts. Mais ça, c'est bien que tu parles de ça, Maxime, parce qu'en fait, on a vu dans les dernières années justement les professionnels de la construction se faire exiger des nouvelles formations, des nouvelles certifications, des nouvelles qualifications. Mais ça, je pense que ça s'en va pour le mieux parce qu'on est en train de voir des constructions beaucoup plus solides. On est en train de voir des constructions beaucoup plus durable sur le temps et de qualité surtout. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant. Des fois, on parle aussi du coût de construction qui est plus élevé aujourd'hui versus il y a quelques années. Oui, les matériaux de construction ont monté, ils ont rebaissé un petit peu, mais ils restent quand même plus élevés qu'il y a quelques années. C'est normal. Avec l'inflation qu'on a vécue. Exact. Mais en quelque part, dans tout ça, moi, ce que je vois de positif, c'est que malgré qu'aujourd'hui, les coûts de construction sont plus chers, malgré l'inflation et tout ce qui s'est passé, on a des constructions de meilleure qualité aujourd'hui. Oui. On a des constructions plus durables. On a des constructions aussi qui vont vivre très bien avec nous pendant le temps. Fait que ça, c'est ce que tu viens de dire aussi, c'est que ça impacte le coût de construction. Avoir des professionnels bien formés, bien qualifiés, qui font des actes de construction d'une façon un peu plus précise, bien, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je paye plus cher ma construction, mais ma construction va être solide. J'aurai moins de problématiques. La plupart des problèmes dans les anciens bâtiments, c'est dans les vices de construction. C'est même pas des plans, c'est même pas de la conception, c'est des erreurs pendant la construction. Tu sais, avant, on a beaucoup de viaducs au Québec. Bien, quand tu en vois beaucoup, là, avant, mettons, les gars ils faisaient les coffrages, ils mettaient l'armature, mais entre ton armature puis ton béton, dans ton coffrage puis ton armature, OK, tu as un space de béton. Mais le béton, lui, son pH est basique puis il est fait pour protéger l'acier d'armature. Donc, c'est la même affaire dans toutes les constructions. Fait qu'à cette heure, on a toutes des chaises, des scies, tout est normalisé, justement pour qu'on puisse, quand on construit, on vient respecter les recouvrements puis on s'assure que les normes de construction, mais les façons de construire sont faites en conséquence où on met les éléments qui ont les spaces déjà établis, pour éviter qu'on ait des dégradations plus rapides dans le temps,
puis même les stationnements souterrains, les types de béton aussi, les sortes de béton qu'on met, il y a plein de... C'est de la chimie, c'est de la vie, tu sais. Oui, bien c'est beaucoup de technicalité, exact, c'est vraiment technique. Là. On pourrait en parler pendant 3-4 jours en ligne. Ça doit être le fun, ça doit être le fun. Je te dirais que moi, un pro du béton, c'est pas moi. Non, mais tu vas me perdre après quelques minutes, surtout en chimie. Mais dis-moi, Maxime, ton parcours un petit peu en hydrogéologie. Parle-moi un petit peu de ça. Puis c'est quoi l'importance surtout de l'hydrogéologie quand on fait du développement de terrain ou quand on est tout simplement en train de densifier ou de devoir placer un projet? Parce que je pense que c'est une partie très importante, puis on n'en parle pas beaucoup de cette partie-là. Est-ce que tu es capable d'avoir de l'eau pour faire boire ton monde? C'est le nerf de la guerre. Exactement. Tu sais, je veux dire... Exactement. C'est ça qui vient, en quelque part, aider à aussi préparer les services, les raccordements, ces choses-là. Fait que, parle-nous un peu de ça, Maxime. Dans le fond, ici, là, au Québec, on a les grandes villes qui ont égouts aqueducs. Oui. OK? On va se le dire. Mais tu as beaucoup de régions, aucun service. Puis on s'entend que dans des régions comme l'Abitibi ou whatever, peu importe, bien, on fait des développements, pareil, de projets immobiliers, des trucs comme ça, puis avec l'immigration qui s'en vient, le manque de logement. Mais dans les municipalités, on est obligé de faire des gros puits collecteurs, des gros tuyaux, là, avec rentrer des tuyaux à l'intérieur, aller chercher l'eau vraiment dans une grande distance. Mais avant d'être capable de faire ça, là, ça prend des projets, dans le fond, des projets de recherche en eau, des hydrogéologues qui vont embarquer là-dessus, qui vont analyser toutes les cartes géologiques, toutes les cartes topographiques, les quantités de pluie qui va tomber, le genre de roc qu'on a. Des fois, pour faire des forages, aller voir la qualité du roc, les fractures qu'on a, pour voir un peu aussi la qualité d'eau qu'on va avoir. Tu sais, mettons, on a un sol que l'eau est vraiment dure, mais ça va être dur sur la plomberie. Est-ce qu'il va falloir mettre un traitement, un adoucisseur d'eau? Fait que tout est corrélé. Puis, tu sais, si on n'est pas capable de livrer de l'eau, là, on n'est pas capable de bâtir de projet. Là. Des fois, on peut faire un forage. Oui. Il n'y a pas une goutte d'eau. Tu te tasses 4-5 mètres à côté, tu as de l'eau à plein. Là. Oui. Puis, tu sais, mettons, regarde, au Québec, on a différents types de nappes, on a différents types de forages. Mettons, tu fais un puits dans une nappe captive. Une nappe captive, c'est comme quelque chose où tu as 2 poches imperméables, puis tu as de l'eau. Tu perces là-dedans, là. Je sais pas si tu as déjà vu un peu les geysers, là. Tu perces là-dedans, puis l'eau, elle sort du sol, OK? Puis tu as tellement de pression, parce que l'eau est pas... La nappe n'est pas avec la pression atmosphérique. Fait que là, c'est comme si, mettons, je me pique un couteau dans le bras, le sang sort. Ouais. Bien, la pression... Comme un peu les gisements de pétrole. Exact. Fait que ça, c'est des types de nappes. Fait que faut que tu connaisses tes types de nappes, faut que tu connaisses tes types de sols, faut que tu connaisses tes perméabilités de tes sols. Fait que faut tout que tu comprennes la logistique. C'est la logistique des sols en place. Mais, tu sais, la plupart du monde comprennent la finance, l'immobilier, tu sais, je veux dire, la construction. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent les sols, qui comprennent comment ça fonctionne, les types de grosseur de granulats, tu sais, toutes les choses qui sont essentielles. Sur quoi que tu l'assis ton bâtiment sur le terrain? Tu sais, je veux dire, si ton terrain est non conforme ou whatever, faut-tu qu'on mette des pieux, des ci, des ça? Tu sais, c'est toute la logistique, c'est la pierre angulaire de tous les bâtiments, c'est le terrain. Ouais. Puis après ça, ben, tu as les services, tu as l'eau, puis tu as les installations septiques. Puis même, encore là, les installations septiques, ben, il y a des endroits qui n'ont pas de servitude. Fait qu'il faut dimensionner des grosses installations septiques avec des ingénieurs. OK? Il faut concevoir ça. Après ça, il faut mettre des genres de systèmes de polissage, des éléments de traitement, tout, pour s'assurer qu'on est capable de recevoir. Présentement, à Lévis, on a tellement développé que l'usine de traitement, ils sont plus capables Ils sont saturés. Fait que, tu sais, même les villes, on en est saturés. Check, l'année passée, dans Guillaume Couture, on a installé... ils sont en train de refaire Guillaume Couture, l'axe principal à Lévis. On a installé une conduite de 20 pouces d'aqueduc d'eau. C'est énorme. C'est énorme, là. 20 pouces, là, comme ça. Fait que c'est vraiment beaucoup d'eau. Fait que là, tu sais, il y a beaucoup ça s'est bâti, mais les infrastructures, il faut qu'ils suivent. Il faut qu'ils suivent, mais dans le fond, c'est ça, c'est que, en quelque part, dans tout ça, le pourquoi du comment, de ce qu'on est en train de parler en ce moment, c'est il y a un besoin de logement, il y a un besoin de développement, un besoin de densification, mais il y a aussi, pour répondre à ces besoins, il
il y a certaines technicalités qui doivent suivre en amont, dont principalement les réseaux d'égouts, approvisionnement en eau et surtout les aqueducs. Est-ce qu'il y en a dans le secteur? Il n'y en a pas. Puis en ce moment, ce que je suis en train de voir un petit peu, on est en train de voir beaucoup de développement en deuxième, troisième couronne actuellement. Exact. Parce que c'est là qu'on a encore un petit peu de jeu par rapport aux grandes villes où est-ce qu'on est en train de densifier en hauteur. Exact. Puis même les deuxième, troisième couronnes sont en train de pousser vers la densification en hauteur et ralentir l'étalement. Ce qu'on voit, par contre, comme problématique qui freine beaucoup le développement, c'est que les municipalités ne peuvent pas suivre pour pouvoir donner des services et livrer des services aux développeurs. On est en train de voir beaucoup de municipalités faire des très beaux arrangements. J'ai vu à La Chute, la municipalité de La Chute, par exemple, qui offre un programme de 60-40, de subvention 60-40 pour pouvoir aider dans les infras, pour pouvoir aider à desservir les terrains pour accueillir des projets, justement pour les services. On voit plusieurs villes faire ça, et ça commence à aider un petit peu les développeurs. Parce que, tu sais, on voit des villes qui ont besoin de logements, qui ont besoin de développement, qui ont besoin d'avoir des unités additionnelles pour pouvoir suivre la démographie, puis suivre toute la population qui est en train de grandir dans leurs villages, qui sont en train de devenir même plus des villages. Non, mais c'est ça. En même temps, il y a un manque au niveau des ressources pour pouvoir continuer à arrimer, en fait, le besoin en eau, le besoin en égout, toutes ces choses-là, il y a un freinage. Moi, je pense que les gouvernements devraient investir un peu plus de ce côté-là, parce que c'est un besoin primordial pour pouvoir arrimer la demande du manque de logement qu'on a actuellement. On regardait il y a quelques mois, il y a une statistique qui parle qu'on a besoin de 1,8 million de logements actuellement au Québec, avant 2030. Donc, tu sais, si on veut être capable de fournir et livrer ce nombre extrême d'unités avant 2030, il faut avoir des réseaux qui soient prêts à accueillir des développements. Puis, justement, tu parlais que c'est tout un art, c'est des études qui doivent être faites par des géologues, puis tout vérifier des choses. Je pense que... C'est des délais, là. C'est parce que la plupart des investisseurs immobiliers, ce que j'ai compris, c'est qu'ils achètent le terrain puis ils pensent que ça va arriver dans pas long. Okay? Leurs pro-forma sont trop serrés. Okay? Ouais. Puis là, c'est pour ça que, justement, là, je discutais avec une compagnie de faux sceptiques. Là, je m'en viens avec des programmes de formation, OK? Pour vraiment former. Tu sais, exemple, là, mettons, la personne qui veut faire un développement immobilier, qu'une installation septique à installer, là. Mais c'est quoi la séquence des étapes quand tu achètes ton terrain pour dire, OK, je vais pouvoir mettre telle installation septique, mais pour ça arriver là, quel intervenant, qui faut que je parle, quel chemin faut que je prenne, ça va être quoi le timeline, ça va être quoi la durée de temps, avec quel règlement va falloir que je travaille. Tu sais, les investisseurs immobiliers, ils n'ont aucune idée, là. Ils manquent fortement d'éducation. C'est pour ça que là, je m'en viens à vouloir éduquer le monde pour vraiment, en éduquant le monde fortement, ça va quoi? Ça va accélérer, ça va améliorer, puis ça va faire en sorte que toutes les parties prenantes, tous les intervenants vont se comprendre. Tu sais, moi, je pourrais te parler de choses, mais on ne se comprendrait pas, OK? C'est sûr. Mais c'est normal. Tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la formation, tu n'as pas le langage pour le parler. Mais si on fait des formations de base à tout le monde, avec un langage de base, avec quelque chose, bien là, ça va faciliter tous les intervenants municipaux, les intervenants du ministère. Puis là, tu sais, je veux dire, tu sais, comme tu le vois, là, je travaille fortement pour rendre une proximité entre le ministère de l'Environnement et les investisseurs immobiliers. Parce que moi, je vais dans... La chose que j'ai constatée, c'est que toutes, mettons, les réunions d'environnement, les réseaux environnement de ce monde, les ci, les ça, tout ça qui vont là, c'est le monde qui travaille là-dedans. OK? Fait que l'autre jour, je vais à une conférence pour les eaux de pluie, whatever, peu importe. Il y avait un monsieur du ministère qui présente ces choses, le règlement et tout. C'est bon, c'est bon. Là, à la fin, je lève la main, je dis, là, excusez, c'est beau qu'on se parle, mais nous, on travaille là-dedans, on comprend ça. Mais les investisseurs immobiliers, c'est eux qui investissent, mais ils ne sont pas au courant de rien de ça. OK? Fait que là, bref, là, le gars, il dit, tu as carrément raison, tu travailles pour une association, je suis en train de la créer direct là. Donc, tu sais, moi, je suis comme à Capella, c'est là que ça se passe. Mais
après ça, peut-être 2 semaines après, j'ai eu une réunion avec eux autres. Tu sais, me l'ont dit, là, c'est carrément vrai. Là, on se fait appeler par des investisseurs. Ils sont là, les délais, les ci, les ça. Mais on est tout le temps au téléphone, tout le temps en train de régler les problématiques. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'éducation. Puis les règlements, un autre problème, c'est que les règlements sortent, OK? Oui. Puis personne n'est conscient, personne n'est au courant. Oui, ils sont là sur le site du ministère de l'Environnement, mais ça fait 14 ans que je travaille sur le site du ministère de l'Environnement. Puis quelqu'un qui rouvre ça une fois, il vire fou, puis il ferme ça. C'est complexe. C'est sûr et certain que ce que tu parles, Maxime, c'est important parce que, oui, c'est vrai que la plupart des professionnels du milieu environnemental, c'est eux qui sont au courant de tout ce qui se passe parce que c'est leur métier. C'est comme un avocat qui est au courant d'un nouvel article de loi qui est sorti, un courtier immobilier qui est au courant d'une nouvelle réglementation sur le courtage. C'est la même chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'investisseurs impliqués. On voit de plus en plus d'investisseurs privés et non publics qui sont en train de faire des développements majeurs. Dans le temps, il y a plusieurs décennies, les principaux investissements n'étaient pas faits par monsieur, madame, tout le monde dans les grandes villes. Ils étaient faits surtout par le gouvernement, par des compagnies publiques, des fonds d'investissement. Des family office. Exactement. Aujourd'hui, on est en train de voir un peu plus madame, tout le monde qui devient investisseur. On voit de plus en plus de compagnies privées, de jeunes regroupements d'investisseurs qui sont en train d'investir dans des projets, des fois même d'envergure. OK? Où est-ce qu'on voit des projets... moi, j'ai reçu des invités ici pour le podcast qui ont bâti des 400, 600, 800 portes. Entre toi puis moi, 800 portes, c'est minimum 1600 personnes dans une résidence, dans un secteur, juste où est-ce qu'il y a eu les bâtiments. Fait que, tu sais, c'est du monde... C'est beaucoup de personnes, c'est énormément de vies, surtout, qui vont être reliées à tout ça. Puis, on voit de plus en plus ces choses-là arriver. On a un besoin grandissant en construction au Québec. On a un besoin à pallier. Mais c'est sûr et certain que ces gens-là, il faut qu'ils soient impliqués pour comprendre c'est quoi les normes, c'est quoi les réglementations. Et je pense que tu sais, parce que j'ai eu la chance d'être dans ton groupe où est-ce que tu parles un petit peu de qu'est-ce que tu es en train d'œuvrer actuellement pour pouvoir faire un pont entre les autorités compétentes et les investisseurs. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'en quelque part, en tant qu'investisseur, avant d'aller placer des millions en quelque part, bien, tu veux être au courant des prochains règlements parce que souvent, il y a des règlements qui vont venir changer complètement la direction de ton projet. Puis c'est une chose, tu sais, on le voit dans les gros développeurs. Les gros développeurs de ce monde, puis surtout au Québec, aujourd'hui, les big players on the market, ils ont des urbanistes à l'interne, ils ont des techniciens environnementaux à l'interne, fait qu'ils sont capables de pallier à ça. Mais les investisseurs qui bâtissent leurs premiers 100 portes, leurs 200 portes, qui sont à leur premier, deuxième projet, ils n'ont pas encore ces gens-là à l'interne. C'est pour ça qu'eux autres ont des budgets pour engager de la ressource. Exact. Mais le petit investisseur, justement, qui a fait 200, 300 portes, il n'y a pas les budgets pour engager les ressources à l'interne. C'est pour ça que moi, j'offre un service conseil pour vous aider là-dedans. Tu sais, je veux dire, je travaille beaucoup dans les problématiques environnementales, mais regarde, je veux juste vous montrer. OK? Dans le fond, là... La Bible. La Bible. Mais ça, c'est juste 2 petits règlements, là. Il y en a plein d'autres, là. Ça, c'est juste 2 petits. Là, je vous ai amené, genre, 2 petits règlements, là. OK? Ça, c'est le règlement de guide des caractérisations des terrains contaminés 2024. Lui, il vient de sortir, OK? Ouais. Puis ici, lui, il n'est pas encore sorti, il est préliminaire, OK? OK. Lui, c'est le guide pour l'étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux usées d'origine domestique, OK? Lui, là, il est préliminaire, il devrait sortir en 2025. Là, je suis tout en train de le lire, OK? Mais regardez la quantité de data, regardez la quantité de pages, regardez tout ça, là. Ça, c'est toutes des séquences, là, OK? Ouais. Guide de technologie, origine domestique, les fosses septiques, tu sais, c'est plein de linguistique, c'est plein de choses. Puis, il doit y avoir quoi? 1000 pages là-dedans? Un petit peu plus. Grosso modo? Oui, grosso modo. Mais ça, tu vois, c'est sûr et certain que nous, on a parlé dans d'autres séquences de l'émission de l'importance d'engager des professionnels quand on fait du développement. Parce qu'on a beau être un investisseur, puis on a beau vouloir rester à l'affût de tout ce qui se passe, puis il faut, pour être un bon investisseur, il faut que tu sois au courant de tout, mais l'importance de travailler justement avec des personnes qui sont qualifiées dans le domaine. C'est pour ça que
moi, quand je parle avec mes clients, mes investisseurs, quand c'est leurs premiers investissements, leur deuxième, leur troisième, je leur dis toujours, ils me disent, Sophia, c'est quoi ton meilleur conseil? Bien, mon meilleur conseil, c'est entoure-toi des meilleurs. Parce que oui, peut-être que tu vas voir que ça te coûte de l'argent, mais au final, tu économises de l'argent. Parce que tu te fais en avant de commencer ton projet, tu es capable d'anticiper tout de suite les potentielles problématiques puis de les éviter. Je préfère éviter des problématiques que bâtir et devoir corriger ou devoir ralentir mon projet ou devoir attendre parce que j'ai pris trop de temps pour faire mes affaires puis il y a eu un règlement qui est passé. Moi, j'ai vu un de mes projets avec un de mes clients où est-ce qu'ils ne se sont pas pris à l'avance. Ils ont fait un redéveloppement d'un site tout seul, 2 investisseurs qui sont d'ailleurs très, très bons de mes clients. Ils ne se sont pas rendus compte, mais la capacité des réseaux elle fournissait pas. Fait que ça, c'est important de prendre le temps de travailler justement avec des experts, avec des professionnels pour qu'on puisse devancer ces problématiques. Exact. Parce que si, mettons, moi, j'ai un terrain, OK, puis celui-là, j'ai envie de le développer parce que je suis rendue là dans ma vie, OK? Puis c'est un terrain qui va peut-être pouvoir accueillir, je sais pas moi, 50 unités. Bien, c'est pas parce que moi, je suis rendue là que la ville est rendue là ou que le terrain est rendu là qui peut accueillir ça. Puis la première des choses, oui, la ville va pouvoir nous fournir des informations sur beaucoup de choses, mais c'est super important d'aller voir les professionnels. Parce que je te donne un exemple. Imagine, j'aurais investi architecte, tatati, patata sur le terrain, mais que je n'aurais pas vérifié ce qui se passe au niveau de la capacité des réseaux avec les villes, puis que moi, je viens d'investir 100 000 puis que mon terrain n'est pas constructible. À cause de ça. La ville, en réalité, me dit oui, ton terrain est constructible, mais la capacité des réseaux le rend non constructible parce que si je ne suis pas capable d'avoir de l'eau, je ne suis pas capable de bâtir. Ça, c'est un fléau qu'on est en train de voir. Puis, j'aimerais ça, Maxime, que tu nous parles un petit peu de la contamination des terrains. Ça fait peur à beaucoup de monde, mais moi, je vois de plus en plus d'investisseurs qui sont en train de s'intéresser à ça parce qu'ils sont en train de voir le potentiel de terrains contaminés. Ils sont en train de se rendre compte qu'un terrain contaminé, c'est pas la fin du monde, c'est un terrain qui est quand même viable. Il faut juste améliorer la qualité du sol. Fait que parle-nous un petit peu de ça. Dans le fond, ici au Québec, l'ère industrielle a commencé aux alentours des années 1900. À l'époque, le monde manquait d'éducation, ne savait pas ce qu'il faisait. Bref, il s'est bâti beaucoup d'usines. Les normes environnementales, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, puis ils seront pas ce qu'ils vont être dans 100 ans. OK? Ouais. Fait que là, dans le fond, on se retrouve avec une problématique de toutes les erreurs du passé. Puis, mettons, l'avant, là, j'avais une revue l'autre jour, je lisais changement d'huile. Comment ils faisaient ça avant? Aucune idée. Il dévissait l'endroit, il mettait ça à terre, il renterrait ça. Il y a des garages qui faisaient des changements d'huile à terre avant. Là. C'était ça la réalité. Là. Le monde pensait qu'on met ça dans le sol puis ça va disparaître puis on n'en verra plus la conséquence. Là. Puis aussi au Québec, toutes les stations-service, OK? Oui. Moi, j'ai... La chose que je me rends compte à force de travailler les dossiers, c'est que personne ne fait de due diligence environnementale. Tout le monde va faire la due diligence des locataires, des baux, des ci, des ça. Mais personne ne comprend la logistique de la due diligence environnementale. Au Québec, on a des outils qui sont publics, comme les répertoires des terrains contaminés, qu'on peut aller vérifier. Qu'est-ce qu'il y a comme terrain autour? Quel passif environnemental qu'il peut avoir? Comme là, dernièrement, moi, j'ai fait un cours au MIT en transformation numérique pour comprendre comment on fait parler des data, parce que ça fait 17 ans que j'analyse toutes les data pour mal environnementales, puis j'essaie de comprendre, puis de les faire parler, puis de les faire corréler dans mon cerveau. Puis là, dans le fond, quand tu lis des phases environnementales, il y a quelque chose qui est important. Très important. OK? Dans la phase 1, il y a l'élément des réservoirs d'hydrocarbures. OK? Ça, dans le fond, il y a un registre qui est public des réservoirs d'hydrocarbures. OK? Mettons une station-service, tu es capable de voir son numéro de permis, le nombre de réservoirs qu'il y a sous le terrain de la station-service avec le nombre de litres. OK? La plupart du monde, mettons, puis ça, ce que ça fait... Ça, c'est public. Hein? C'est public. Ouais, moi, c'est parce que je navigue là-dedans. Là. Mais dans le fond, ce que ça fait, mettons, tu arrives, tu achètes à côté d'une station-service. Automatiquement, il y a un risque environnemental. Automatiquement, tout ce qui est autour, tous les lots autour, ça va prendre une phase 2 environnementale parce qu'il y a un risque. Est-ce qu'il y a eu un déversement? Est-ce que le réservoir, il y a fui, whatever, peu importe. OK?
Puis dans le fond, là, il va falloir commencer à faire de l'ingénierie financière environnementale. OK? Ce que ça veut dire, c'est que la station-service qui est là, elle va rendre une complication à ta transaction immobilière. OK? Puis à toutes les transactions futures. Fait que ce que ça veut dire, c'est que si le propriétaire te dit ça vaut ça vaut pas ça. Ça vaut ça. Parce qu'à côté, il y a un risque. Mettons, tu achètes quelque chose en bourse puis il y a une mauvaise nouvelle, est-ce que le prix va dropper? C'est officiel, il y a un risque. Il y a quelque chose qui s'est passé, OK? Oui, mais c'est sûr et certain qu'il y a un risque, mais justement, avec une due diligence environnementale, on est capable d'éliminer ou de confirmer le risque. De confirmer le risque? Puis, tu sais, je te donne un exemple. Nous, par exemple, moi, en tant que courtier immobilier avec mes clients, quand il y a une station-service pas loin, c'est sûr et certain qu'au moment de la signature du mandat avec mon client vendeur, pas avec mon acheteur, je l'informe. Tu es obligé d'avoir une phase environnementale. Ah oui, exact. Parce que les acheteurs, ça va être leur première inquiétude. Puis ça va être leur première question. Tu n'es pas loin d'une station-service, il y a un antécédent possible de contamination. Donc, on prépare toujours nos clients. Exact. Même quand il n'y a pas de station-service, on le recommande quand c'est un immeuble de plus de 6 unités. De toute façon, au niveau de la SCHL, les règles ont tellement resserré que tu achètes un immeuble, tu es obligé d'avoir une phase environnementale pour avoir ton financement. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les erreurs du passé, là, les investisseurs, mais comment les investisseurs ne comprennent pas ça? Même si ce n'est pas la SCHL, il y a beaucoup d'institutions conventionnelles qui les veulent. N'importe qui. Puis là, dans le fond, ça bloque. Puis une chose aussi que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que le vendeur, il veut vendre, OK? Oui. Mais il veut rien savoir de faire les phases environnementales, il veut rien savoir de s'embarquer là-dedans. Fait que là, l'erreur que plusieurs font, ils s'en vont payer des phases environnementales, OK? Tu sais, au pire, prends une phase. Tu sais, fais une phase 1. Ça dépend de quel type de projet. Tu sais, c'est sûr et certain que moi, je recommande tout le temps à mes clients vendeurs. Tu sais, moi, j'ai actuellement plus de 65 mandats. J'ai plus de 65 vendeurs, merci. Puis, ces 65 vendeurs, tous mes clients qui vont me voir, ils le savent. Ça, je leur recommande. Fais la phase 1 pour plusieurs choses. La première des choses, tu veux savoir ce que tu vends. Deuxièmement, ce que tu veux aussi avoir en faisant une phase environnementale, c'est avoir le contrôle sur ta transaction. Parce que si jamais ton terrain est contaminé, tu veux le savoir avant de recevoir une offre d'achat. Exact. Tu ne veux pas avoir à négocier pendant ta transaction que tu apprends que ton terrain est contaminé. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième, au niveau de quand l'acheteur fait la phase environnementale versus le vendeur. Dans certains cas, ça se fait. Quand tu as un site d'envergure, ouais, mais ça, c'est du monde qui a des gros budgets. Là. C'est pas la même game. C'est pas la même game, mais ça se fait. T'sais. J'ai eu même à voir dans certaines situations exceptionnelles où est-ce que l'acheteur faisait les phases 1 et phase 2 parce qu'il savait que le terrain était contaminé, parce qu'il savait à peu près où est-ce qu'il allait s'en sortir, puis c'est lui qui voulait les faire parce que on avait des situations exceptionnelles. Fait que c'est sûr et certain qu'on recommande aux vendeurs de le faire. Ça, c'est des gars d'expérience, là. Mais oui. On s'entend que, comme on parlait tantôt, tu as plusieurs personnes qui font les transactions des 100, des 200 unités qui sont à 100, 200, ça reste quand même... Le premier 200 de quelqu'un, ça reste quand même un gros projet. Là. Oui, je sais, mais je veux dire, on s'entend que c'est pas du monde qui ont nécessairement beaucoup d'expérience comme les grosses. C'est sûr. Fait que, tu sais... Mais toi, tu fais bien ton travail parce que tu leur dis, regarde, faites la phase 1, après ça, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Mais aussi, les vendeurs, en même temps, bien, ils ont le contrôle sur leurs transactions en ayant fait les phases parce qu'on est capable d'analyser. Parce que moi, genre, que ce soit un vendeur ou un acheteur, là, je suis capable d'analyser le dossier et je dis, regarde, tu as à peu près ça comme passif environnemental, OK? Il va pouvoir te négocier ton prix par rapport à ça. Parce que oui, mettons la valeur économique ou la valeur marchande, c'est ça. Mais on s'entend que tu as un passif qui fait baisser ton prix, puis un buffer. Mais lui, peut-être qu'il va dire, regarde, je vais me mettre un buffer de, je sais pas, de XY, non, de XY. Mais le vendeur qui n'est pas qualifié, qui ne comprend pas ça, bien, il peut peut-être perdre beaucoup dans sa transaction parce qu'il ne sait pas où il s'en va, puis, tu sais, il est laissé à lui-même. Tu sais, il y a des deux côtés de la médaille. Tu as soit l'acheteur ou le vendeur, mais tu sais, il faut bien qualifier, puis il faut bien, que ce soit un ou l'autre, il faut être bien aligné là-dedans. Là. C'est vrai ce que bien tu dis, orienté. Maxime, que le vendeur doit le savoir avant. Exact. Pour se préparer à sa négociation. Exact. Puis aussi pour être conscient de qu'est-ce qu'il vend comme produit. Parce que s'il vend un produit clean 100% versus un produit qui ne l'est pas à 100%, bien, il faut qu'il s'attende à ce que son prix baisse. Puis aussi, le mot contamination, c'est large, OK? Oui.
Je vais vous dire juste un exemple. Mettons, là, peu importe le critère, tu as le critère A, c'est clean. B, c'est un peu plus. C, c'est un peu plus. Mais mettons, ça marche avec des chiffres, avec des données chimiques, OK? Oui. Mettons, là, si, je sais pas, moi, tu as le A, c'est 100, le B, c'est 300, OK? Oui. Là, tu as un sol qui est contaminé AB. Mettons, ton résultat chimique, il a scoré 103, OK? Versus ton résultat chimique, il a scoré 297, OK? C'est toujours le même AB, mais pas le même niveau de contamination, parce que tu es plus proche du B, que, tu comprends-tu? Fait que mettons, tu as du BC. Fait que tu sais, ça va pas coûter la même chose, même si c'est... Puis tu sais, ça, c'est bien ce que tu dis, parce que j'ai eu des clients qui ont eu des résultats AB ou BC. C'est quoi ça veut dire? Puis A tout seul ou B tout seul, puis c'est quoi ça veut dire? Mais justement, quand on prend, mettons, un rapport, justement, où est-ce qu'on a seul AB, bien, on va voir les résultats des tests. Puis on va voir aussi la volumétrie. C'est la volumétrie qui va justement nous dire... Le volume de sol qu'on a à sortir, puis ça va faire en sorte que, regarde, le projet, l'ingénierie financière environnementale, c'est quoi le coût que ça va coûter? Fait que là, bon, le projet, avec, je sais pas, l'ingénierie qu'on fait avec Nicolas et le CMFE, avec tout ce que vous faites chez PMML, bien là, bang, ça me coûte ça. Est-ce que, avec ce que je vais mettre comme pro forma, un peu comme projet, avec tous les coûts, est-ce que ça va en valoir la peine? C'est quel va être mon TGA? Quel va être mon prix par porte, blablabla? Parce que là, tu vas baisser ton coût, mais en baissant ton coût avec le buffer environnemental, tu peux peut-être rentrer dans ton proforma, mettons, au lieu d'avoir un terrain à peut-être 22 23 000 la porte, il va peut-être te revenir à 14 15 000 la porte, juste parce que tu as acheté un dossier de terrain contaminé. Puis là, tu revalorises. Fait que des fois, là, c'est le mot contaminé, là, ça fait peur à tout le monde, mais c'est un avantage. Moi, je te dis, la mine d'or est d'un terrain contaminé. Puis il y en a partout, parce que dans les dernières années, on a tous pris des terrains qui étaient propres, on a tout fait ce qui était facile, OK? Mais là, on est rendu dans la partie... là, on est rendu dans le hardcore, là, OK? C'est vrai. Puis... C'est maintenant que c'est en train de se corser, puis c'est devenu de plus en plus difficile de faire du développement. Exact. Parce que là, c'est rendu pour les pros. C'est là, c'est rendu pour les pros. Puis c'est vrai que les terrains contaminés, quand on est capable d'anticiper, de comprendre la technicalité de comment qui est contaminé, à quel niveau, ça va me coûter combien, c'est quoi que je vais devoir faire? Parce que, tu sais, j'ai eu des cas, là, où est-ce que tout le monde dit « Ah non, c'est un terrain contaminé ». Mais au final, on avait 6 pieds de contamination qui était une contamination AB, qu'on avait uniquement à sortir la terre et de toute façon, on devait mettre les fondations. On devait l'excaver. Donc, au final, qu'est-ce que ça a coûté à mon client en décontamination? Uniquement les voyages de terre dans des sites de dompage. C'est tout. T'sais? Fait que là, mon client, là, qui avait peur au début, j'en ai eu 2, 3, non, c'est contaminé, je veux pas. Celui qui l'a acheté, l'a négocié, l'a acheté, a excavé, parce qu'il est obligé d'excaver pour mettre ses fondations. En même temps d'excaver, il a décontaminé, parce que c'est la même chose. Il a dû payer uniquement les camions qui ont emmené le sol dans des sites spécifiques pour le dompage, parce que maintenant, depuis 2024, on a la nouvelle règle où est-ce que les camions sont tracés, la nouvelle Trace Québec. Ça, c'est un point très important. La problématique avant, c'est que tout le monde excavait des sols contaminés, puis il pouvait aller les porter dans les champs agricoles, n'importe où. OK? Puis là, moi, je voulais acheter un centre de traitement de sols contaminés, justement, à Montréal. Oui. Puis la personne, justement, qui a parti ça, puis qui avait ça, bien, elle s'est mise à aller suivre les trucks contaminés, OK? Parce que c'était sa business. Puis là, elle a, en tout cas, elle a fait des émissions enquête, toute la chose. Puis là, elle s'est mise à les suivre. Là. Puis là, à partir de là, je pense que le ministère a dit, là, il faut commencer à tracer les camions, OK? Fait que je te dirais que depuis 2018-2019 qu'ils en parlent, OK? Fait que là, ils ont mis tout l'écosystème en place. Puis là, après ça, ils ont développé l'application. Bref, c'est que là, dans le fond, comment ça fonctionne, là? C'est que toi, mettons, quand tu fais ta réhabilitation, il faut que tu t'engages à avoir le dossier Trace Québec, OK? Fait que dans le fond, tous les camions qui sortent, mettons, du terrain, nous autres, en tant que technicien, on fait ce qu'on appelle des manifestes de transport, OK? Puis on lui donne un numéro de série à ce manifeste de transport-là. Puis le camionneur, lui, il a enregistré son camion.
Puis là, dans le fond, il y a notre bordereau qui est enregistré dans son téléphone ou dans son application. Puis quand il arrive au site de traitement ou au site d'enfouissement, peu importe, ils vont réceptionner le bordereau. Donc, on est capable de suivre les sols contaminés comme ça pour éviter qu'on ait des problématiques futures, des champs agricoles contaminés, whatever, peu importe, OK? Fait que ça a du bien. Fait que c'est ça le concept derrière tout ça. Exact. Puis c'est pour se sauver des coûts pour plus tard. C'est tout. C'est pour, et aussi, éviter de refaire la même erreur qu'on a fait dans le passé. Exact. C'est incroyable. C'est tellement intéressant, tout ça. Je pense qu'on pourrait jaser pendant des heures et des heures. Pour la nuit. On aurait pour la nuit, je te dis. Si on prendrait uniquement ta Bible à lire, ça serait un mois de révision. Ouais, non, c'est ça. Maxime, si tu aurais, pour un petit peu le mot de la fin, si tu aurais une recommandation générale à faire au public, ça serait quoi? Là, je veux juste dire que, étant donné que là, on va lancer prochainement une formation en terrain contaminé avec un partenaire stratégique cet automne, OK? Oui. Puis aussi, on travaille, il y a beaucoup de programmes de subvention pour les terrains contaminés. Oui, okay? C'est vrai ça. Fait que là, dans le fond, je suis en train de travailler un dossier, OK? Puis, la chose que je me rends compte, c'est que la plupart des municipalités n'ont pas les ressources pour gérer ces concepts-là. Mais moi, je travaille avec eux autres. Je les aide là-dedans, je les amène à cheminer les dossiers et les projets pour avoir les recommandations des municipalités puis aller faire les demandes de subvention. Puis là, dans le fond, le programme Climat-Sol plus volet 2 vient à échéance, OK? Là, j'ai parlé à mes contacts au ministère, probablement qu'ils vont en relancer un peut-être à l'automne 2025. Juste la Ville de Montréal, là, c'était 75 millions d'enveloppes. Là, elle a été passée au complet. Là, ils sont en train de travailler dans Montréal-Est, le plan de revalorisation. Juste Montréal-Est, ils ont eu 20 millions. OK? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent des gouvernements qui sont sur la table pour réhabiliter les terrains contaminés parce qu'on n'a pas le choix. Fait que d'acheter des terrains contaminés, de faire la structure, la logistique, d'aller chercher les subventions, bien là, tu sais, je veux dire, ta contamination, à certains points, est payée, là. Fait que tu es payé pour revaloriser ton terrain, puis... Dans le fond, puis en plus, tu le négocies à la baisse. Là. Fait que c'est double buffer à la baisse. Là. Fait que toi, dans le fond, ta recommandation actuelle... C'est d'acheter en masse. C'est d'acheter en masse du terrain contaminé parce qu'il y a des façons de le travailler et des façons d'aller faire aussi de l'optimisation L'optimisation environnementale. Et financière. Exact. Fait qu'au lieu de les contourner, faites les phases environnementales. Chaque terrain, c'est un dossier médical. Chaque terrain a son passif environnemental parce que ça marche avec le lot. Okay? Ça ne veut pas dire que ton terrain il a été réhabilité, qui est conforme, qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir d'à côté dans 10 ans qui va... Tu sais, mettons un réservoir d'hydrocarbures qui coule. Ben, chez le voisin. Ouais, c'est ça, puis qui s'en vient chez vous. T'sais. Fait que, tu sais, c'est toute qu'une logistique, c'est toute qu'une structure, mais au moins... En encadrant bien les investisseurs, en les éduquant de bonne façon, en faisant les ponts avec les différentes parties prenantes, je crois qu'on va venir à quelque chose où ce que le monde, ça va devenir facile, comme d'acheter un terrain clean puis de dire « OK, on monte ça, nanana. » C'est vrai. Si je le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Fait encore une fois, je me mets le pied dans l'engrenage puis j'y vais. Bien, super, Maxime. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, puis merci surtout de tes conseils aujourd'hui, puis du contenu que tu nous as donné. C'est tellement le fun d'apprendre que certaines choses qui font peur à certains deviennent quelque chose de positif pour d'autres, parce qu'il faut toujours être capable de voir comment on est capable de faire de l'argent avec chaque type d'actif. Puis le terrain contaminé en est un type d'actif où est-ce qu'on est capable d'aller optimiser financièrement et de façon environnementale. En quelque part, là, acheter un terrain contaminé, c'est améliorer l'environnement parce qu'on va le décontaminer. Puis en même temps, on est capable d'aller chercher aussi de l'optimisation financière dessus parce qu'on a plusieurs types de leverage pour aller décontaminer. Tu viens de parler pour ton conseil majeur, qu'il y a des subventions qui sont disponibles justement pour aller aider à décontaminer les sites. En plus de ça, on est capable d'aller chercher souvent une bonne stratégie de négociation pour acquérir ces terrains contaminés. Et en plus de ça, on est capable souvent de sortir avec des proformas grâce à ces deux types de leverage-là qui font plus de sens que sur un terrain habilité à
et puis à recevoir une construction. Fait que ça, c'est un résumé vraiment de ce que tu viens de nous dire, puis c'est magnifique parce qu'il faut qu'on soit capable de changer ce qui a été dans le passé, d'améliorer la qualité de nos sols et d'améliorer le futur de la construction et du développement, surtout dans la province du Québec. Fait que je sais que tu es quelqu'un qui est très actif actuellement, Maxime. Je sais que les gens peuvent te rejoindre justement. Tu as ton beau chandail en ce moment, Monsieur Environnement. Ça, c'est mon branding. Mais vous pouvez me rejoindre sur Facebook, mon nom, Maxime Drolet, ou sur LinkedIn aussi, j'ai mon compte. Bref, fait que je suis rejoignable en tout temps pour vous aider, puis vous supporter à travers vos projets. Puis il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut avancer. Puis comme ensemble, on va plus loin, puis on va faire un bon bout de chemin. Puis regarde, d'ici 15-20 ans, si on a revalorisé, je sais pas, moi, peut-être une dizaine de milles de terrain, on a fait des centaines de milliers d'unités habitables, on a baissé la pénurie de logements, on a fait descendre les prix des logements, où on a équilibré le marché. Bien, regarde, on va avoir fait notre job, on va avoir réussi, mais on va avoir travaillé en amont comme un développement immobilier. Exactement, exactement. Merci Maxime pour ta présence aujourd'hui. Puis on était très contents de t'avoir avec nous. Merci. Restez avec nous pour le prochain épisode. Merci à tous.